allumé. Est-ce que ça fonctionne maintenant? Voilà. Voilà. Allô, allô. Ouais. Merci d'être parmi nous. On va poursuivre donc cette discussion sur les YouTubers avec autre chose. On va changer un petit peu d'univers. Je vous présente Émilie Monet. Vous allez découvrir, si vous ne la connaissez pas déjà, une artiste très, très intéressante, multidisciplinaire. Évacuons tout de suite la question. Les deux mères Anishinaabe et de père français. Donc, oui, il y a une composante autochtone, bien sûr. Elle est directrice artistique des productions Onishka. Le titre de la discussion aujourd'hui, c'est au croisement des traditions et des nouvelles technologies. Et donc, pour rentrer dans le vif du sujet, j'avais envie de dire, est-ce qu'il y a nécessairement une friction, est-ce qu'il y a nécessairement une contradiction entre les traditions et les traditions et les nouvelles technologies? Est-ce que est-ce qu'il y a un langage commun entre ces deux univers-là? Parce qu'on a toujours l'impression, sans tomber dans les clichés, que les traditions, les nouvelles technologies ne se parlent pas beaucoup. Quel est votre avis sur cette question-là? OK. Euh, Réglons la question au départ. ben, d'abord, je vais faire comme on fait dans ma culture. On commence par se présenter puis reconnaître le territoire sur lequel on est. Donc, je reconnais qu'on est sur le territoire du peuple Wendat et on est tous ici. Et c'est un peu grâce au peuple autochtone qu'on puisse être ici et profiter de la vie ici. Donc, Anya Jibimadzien, Émilie Monet Nin Deshnakaz. Donc, je m'appelle Émilie Monet. Je me suis présentée en Anishinaabe-Mowen, qui est la langue de mes grands-parents. Donc, c'est la langue plus connue comme la langue algonquine, mais le vrai terme, on dit qu'on est des Anishinaabe, on ne dit pas qu'on est des Algonquins. Les Algonquins, c'est le terme que les Européens nous ont donné quand ils sont arrivés ici. Donc, ma mère vient de Kitigan-Zibi, c'est une communauté Anishinaabe dans l'Outaouais, donc près de Maniwaki, pour ceux qui connaissent. Et mon père est français, donc j'ai grandi en Bretagne aussi, en France. Donc j'ai vraiment ces deux bagages-là, enfin moitié-moitié vraiment dans ma vie. Donc oui, alors tradition et technologie. euh, c'est sûr que, par où commencer? Par où prendre ça? Euh, faut dire d'abord la technologie, peut-être c'est en définissant qu'est-ce qu'est la technologie ou en vous donnant un peu mon point de vue par rapport à ça. Je pense que la technologie, il y a toujours eu de la technologie quelque part. Un fusil, c'est une technologie. Avant, mes ancêtres, ils chassaient avec des pierres ou avec des arcs et des flèches. Plus grand monde font ça maintenant. Donc, le fusil est une technologie ou même plus anciennement, le tambour aussi était une technologie quelque part parce qu'il permettait, c'était un instrument qui permettait de savoir où étaient les troupeaux d'orignaux ou de caribous et qui permettait de communiquer avec le monde invisible justement pour savoir où se trouvait de quoi manger. Donc ce sont des technologies qui ont marqué le temps, en fait, finalement. Et je crois que la technologie aujourd'hui, donc les nouvelles technologies, comme on en parle au niveau vidéo, sonore, et Internet, ce sont les outils d'aujourd'hui de notre vie actuelle. Donc, je pense que c'est juste un mouvement naturel de faire usage de ces outils qui sont à notre disposition aujourd'hui et qui possèdent beaucoup de potentialités. Par exemple, je pense par rapport à l'activisme autochtone, euh, s'il y a, par exemple, I Don't Know More, c'est bâti à travers les médias sociaux ou même la situation des femmes autochtones assassinées et disparues. Je ne pense pas qu'il y en aurait eu, je dirais pas qu'il y a un engouement, mais une connaissance de ces enjeux si ça n'avait pas été pour la technologie. Donc, en milieu autochtone, la technologie sert énormément pour créer un sens de communauté plus fort, pour s'informer, pour savoir qu'est-ce qui se passe nous on appelle ça le Indian Country, donc dans le monde autochtone à travers l'île de la Tortue. Donc c'est dans ce sens-là, je pense que la technologie ne devient juste finalement qu'un outil d'aujourd'hui, selon moi. Et je me souviens une fois,
C'était l'année dernière, j'étais partie, bon, à l'automne, c'est le temps de la chasse, là, le mois de septembre, octobre, et puis j'étais partie avec ma famille dans le bois. Je parlais avec une aînée qui m'expliquait que, tu sais, elle disait, ben oui, le congélateur, c'est une technologie, mais comment c'est venu et qu'il faut faire attention à la technologie parce qu'elle expliquait que juste la venue du congélateur a changé les rapports au niveau de la communauté. Donc, à l'époque, quand il n'y avait pas de congélateur, ben, il fallait partager la viande, il fallait s'assurer que tout le monde mange la viande, sinon elle allait pourrir. Donc, ça emmenait les gens à vraiment se visiter, aller se rencontrer, aller donner de la viande et tout ça. Maintenant qu'il y a des congélateurs, les gens ont plus besoin d'aller visiter les autres et tout ça. Et j'avais trouvé que c'était une belle analogie aussi par rapport à la technologie, puis par rapport à ces défis aussi de comment ça peut venir disrupt en anglais, ça peut venir perturber en fait la cohésion sociale ou la culture même ou les façons de faire au sein de la communauté. Mais donc, on pourrait dire que la technologie défait certains liens, en refait d'autres, en recrée d'autres. Et c'est peut-être un peu ça qui vous intéresse aussi dans votre propre démarche artistique, parce qu'il y a pas mal d'usages de technologie dans ce que vous faites. Parlez-nous un peu de votre démarche, justement, où il y a de la vidéo, il y a du son, il y a vraiment une utilisation assez particulière de la technologie dans votre démarche artistique. Quelle est-elle? Oui, ben alors pour vous raconter un peu mon parcours, donc moi il y avait un programme de théâtre pour autochtones qui était créé par Ondina, qui est une compagnie de théâtre autochtone à Montréal avec l'École nationale de théâtre du Canada. Donc, c'était un programme de 3 ans, une formation de 3 ans. Donc, c'est ce que j'ai fait. Mais avant ça, j'avais fait à Vancouver, c'était un institut qui n'existe plus maintenant, mais qui s'appelait à l'époque le Indigenous Media Arts Group. Et donc, en fait, c'était comme un programme de résidence où on créait des projets en arts médiatiques offerts par des Autochtones, pour des Autochtones. Donc, je m'intéressais beaucoup à la technologie avant de faire du théâtre. Et avant ça, mon bagage était plus en justice sociale ou avec des organisations de femmes autochtones au Québec et dans les Amériques. Donc, finalement, ma pratique vient comme lier en fait ces 3 composantes-là. Et la technologie, en fait, ben, personnellement, c'est parce que c'est parce que j'aime vraiment beaucoup ça, mais c'est aussi que je vois beaucoup la potentialité au niveau de toute notre cosmovision, parce que si on veut, dans la cosmovision Anishinaabe, ou même, je dirais en général, autochtone, le monde invisible fait partie de cette réalité. Donc, le monde visible et le monde invisible coexistent dans une même réalité. C'est juste si tu veux, un autre verre de la médaille. Donc, si on pense à toute nos chants. D'ailleurs, il n'y a pas de mot art en Anishinaabe-Moin, mais tous nos chants, nos danses, même notre perlage et tout ça exprime en fait notre connexion avec le monde invisible, c'est ça, avec le Créateur et les forces de l'invisible. Donc, la technologie, pour moi, me permet en fait de comme visibiliser en fait ce monde invisible-là. Mais je pense que le défi dans la pratique, et ça c'est pour tous les artistes, c'est comment faire en sorte que la technologie ne prenne pas le dessus et serve vraiment à exprimer en fait cela. Donc, quand on a, je veux dire, toutes nos cérémonies ou nos histoires traditionnelles, notre mythologie, en fait, on peut dire que c'est une mythologie. Il y a des êtres qui peuvent paraître fantastiques ou qui sont c'est ça, très. Enfin, des personnages qui volent ou qui peuvent se transformer en d'autres animaux ou nos histoires de création, par exemple, qui disent qu'on vient du monde des étoiles, en fait, que les étoiles sont nos ancêtres. Et d'ailleurs, la science a prouvé qu'en fait, il y a de la poussière d'étoiles dans nos eaux. Donc, ce ne sont pas des histoires, des légendes à raconter juste aux enfants, mais ce sont des histoires sacrées pour nous et très scientifiques, en fait. Et je trouve que la technologie permet à cette potentialité-là d'exprimer cette dimension-là. Et moi, personnellement, c'est ce qui m'intéresse dans ma pratique.
Vous aviez quelques exemples à nous montrer de ce que ça pouvait donner dans votre dernier spectacle. Parlez-nous justement de votre dernière création où là vraiment on retrouve toutes sortes on retrouve vraiment une multidisciplinarité au service de votre art justement. OK. Ben, oui, je vais vous montrer un petit extrait. Donc, c'est un spectacle que j'ai présenté au festival OFTEA l'année dernière. Donc, c'était la première. C'est un spectacle. On a une prochaine phase de création avant de partir en tournée dans le nord du Canada l'année prochaine. Mais le spectacle s'appelle Tsagen. Et Tsagen, c'est un mot en Anishinaabe-Moin. C'est un mot concept. En fait, on a beaucoup de mots qui ne sont pas facilement traduisibles en français et vice-versa. Comme je vous ai dit, le mot art n'existe pas. Le mot liberté aussi est un mot qui n'existe pas parce qu'on n'a pas besoin de la nommer, la liberté, tout est libre. C'est ce qu'un aîné m'expliquait. Donc, c'est très philosophique. Et Tsagen, c'est un mot, en fait, qui veut dire la roue, la roue du temps ou la roue de la médecine, parce qu'en fait, une aînée enfin, ma prof d'Anishinaabe-Moin m'expliquait que la guérison, ça prend du temps. C'est pour ça que c'est le même mot, mais c'est la roue du temps quand elle bouge, parce que pour nous, le temps est circulaire et pas linéaire. Et quand elle tourne, à un moment donné, elle va trouver un axe sur la roue qui est un alignement des planètes. Et à ce moment-là, il y a une brèche qui se fait dans la roue et il y a une possibilité de deux chemins. Et cette possibilité-là emmène des conséquences sur soi, sur sa communauté, sur sa famille et sur l'univers, en fait. Donc, c'est un mot pour exprimer ce concept-là. Et donc, le spectacle, en fait, s'interroge sur le temps. Et ma pratique, en fait, dans tous mes projets, je parle beaucoup de mes rêves. Et dans ce cas-ci, j'avais fait un rêve d'une soucoupe volante en forme de tortue. Pour ceux qui ne le savent pas, pour nous, l'histoire de la création du Canada ou de cette terre, on appelle ça l'île de la tortue. Donc, le monde a été fait sur le dos d'une tortue. Et donc, dans mon rêve, il y avait une soucoupe volante en forme de tortue géante. Et quand je me suis réveillée, je me suis dit que j'avais envie de faire un spectacle là-dessus. Et ça m'a emmené à m'interroger sur le concept du temps, parce que si on regarde dans les pétroglyphes, tout ça, on voit beaucoup de formes comme de soucoupes volantes aussi. Donc, en fait, puis comme nos histoires traditionnelles, je vous l'expliquais, on vient des étoiles et tout ça, au lieu d'être un signe d'un futur, en fait, ça pourrait plutôt être un signe d'un passé vraiment lointain, en fait. Donc voilà, le spectacle s'interroge un peu sur le temps, mais à la lumière d'une prophétie à nous, qui est la prophétie des sept feux, et qui parle justement du moment où on est en ce moment sur cette trame circulaire du temps où un choix va s'imposer. Et dans la prophétie, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent que ça va être le choix soit entre la technologie ou les traditions. Et bon, et finalement, dépendamment de quel chemin on va prendre, il y a une possibilité de pouvoir allumer le huitième feu. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette prophétie du huitième feu, mais c'est celle-là. Donc, on s'est penché sur cette prophétie-là, sur des aînés qui nous ont partagé aussi leur version de la prophétie, qui est transmise de génération en génération depuis la nuit des temps, finalement. Et donc, le spectacle regardait ça. Donc, je vais montrer un petit extrait parce que ça va vous montrer un peu l'usage de la technologie dedans. Mais ce que je peux vous dire, c'est que on est tous des artistes autochtones à être impliqués dans le spectacle et tous des artistes qui ont une pratique très, très contemporaine et qui utilisent la technologie. Donc, Chris Dirksen, qui est une violoncelliste Cree, utilise beaucoup de drum machine, de pédales et tout ça pour créer des atmosphères. Il y a un Geronimo Inuti qui est un DJ Inuk. Bon, donc il mêle beaucoup les chants de gorge, la toundra avec ses compositions très drum and bass et noise et tout ça. Et puis après, bon, comme interprète, il y avait moi et Sabrina Wawate Fobister, qui est un artiste Anishinaabe aussi, qui parle sa langue, donc qui faisait le spectacle aussi. Pour moi, c'est important aussi, comme la technologie aussi sert aussi à comment
intégrer les langues parce que je me sens... bon, ma mère est anglophone, mon père est français, donc pour moi, les deux langues se cohabitent tout le temps dans ma vie. Et puis l'Anishinaabe-Moin aussi, je veux pouvoir faire une place aux langues autochtones aussi, qu'on les entende, parce que je pense que c'est super important puis enrichissant pour tout le monde. Donc, la technologie aussi permet aussi de pouvoir passer d'une langue à l'autre ou de pouvoir intégrer ces langues-là dans un même spectacle. Donc, ben, je vais vous montrer. Ah oui, puis les projections vidéo, c'est ma sœur, qui est une artiste Anishinaabe. Mais là, on n'entend pas le son. Il n'y a pas de son. C'est bon? Le son? Non. Donc, c'est ça. Et puis, il y avait... j'avais aussi comme œil extérieur un artiste maori qui s'appelle Charles Corneo et qui est venu travailler avec nous sur le spectacle. Donc voilà, donc c'était d'essayer de... Bon, c'est juste un petit extrait de 30 secondes, mais Ça donne le goût. c'est donc pour nous aussi, je pense, en tant qu'Autochtones, c'est aussi de pouvoir se projeter dans le futur aussi, parce qu'on dirait que souvent, tu sais, sur les scènes québécoises, plus québécoises que canadiennes, donc peut-être parce qu'il y a plus d'artistes autochtones dans le reste du Canada, qui font des choses qui sont de plus en plus diffusées. Mais c'est aussi une façon pour nous de se projeter dans le futur parce que souvent, on est comme souvent sur les scènes québécoises, on va voir, on est soit relégué aux sages spirituels, c'est très romantisé, ou sinon c'est l'autochtone aux 1000 mots, alcoolique, tout ça. Tu sais, on est souvent dans ces deux... Cliché. oui, ben, il y a de ça aussi, mais oui, ça reste quand même un cliché. Ou c'est vraiment dans le passé, mais c'est jamais dans le futur. Comment est-ce qu'on peut s'imaginer, nous, en tant que peuple autochtone, mais dans le futur? Donc, la technologie aussi, c'est ça, tout le monde utilise la technologie maintenant à l'heure actuelle. Donc, ça va juste de soi qu'on utilise la technologie pour nous Pour exprimer. vous exprimer, bien sûr. Vous l'avez dit, la technologie est partout, tout le monde l'utilise d'une manière ou d'une autre. Est-ce que l'usage de la technologie dans vos spectacles permet justement de décloisonner un petit peu aussi les auditoires, de sortir, par exemple, l'art des communautés autochtones et de l'apporter vers d'autres communautés québécoises, canadiennes, pour justement essayer d'élargir un peu l'auditoire de cet art autochtone? Ben, ce que je remarque, en fait, c'est on a été approché par des diffuseurs en Europe, par exemple, pour présenter le spectacle, ou c'est des diffuseurs non autochtones. Donc, je sens qu'il y a comme un intérêt pour ce genre de paroles-là. Euh, mais c'est sûr que quand on crée, on pense pas vraiment, bon, en tout cas moi personnellement ou avec mon équipe, on pensait pas forcément à un auditoire. On va faire ça pour soit éduquer un public non autochtone ou... c'est sûr que le fait qu'il y ait tu sais, l'Anishinaabe-Moin, il y a des, bon, tu sais, des amis qui sont Cris ou qui sont Atikamekw ou même Innu qui peuvent comprendre parce que c'est les mêmes racines, c'est la même racine linguistique. Donc ça, c'est toujours très satisfaisant quand des Autochtones dans l'auditoire puis tu sais, qui sont excités parce qu'ils entendent la langue, parce qu'ils reconnaissent des mots, parce qu'ils veulent comparer. Ah, nous, moi, dans ma culture, c'est comme ça, nanana. Ou, tu sais, donc, ça, c'est toujours très, je dirais, gratifiant. Mais je pense que, je sais que le OFTA, par exemple, était heureux du fait que il y avait un auditoire plus autochtone aussi qui était venu voir les spectacles. Donc, ça permet aussi de c'est ça, d'aller rejoindre un public, mais pas de le ghettoiser aussi, de faire en sorte que c'est un spectacle
pour tout le monde, en fait, finalement, autochtones et allochtones. Ensuite, avec ma compagnie, donc les productions Nishka, depuis un an, je commence à diffuser. Donc, j'ai créé un événement qui s'appelle Scène contemporaine autochtone. L'année dernière, on a diffusé en copartenariat avec le OFTEA, justement. Donc, c'était une programmation de plusieurs artistes qui utilisent la technologie, entre autres, dans leur pratique artistique, dans leur démarche. Entre autres, il y avait un projet, c'était une collaboration avec une compagnie de théâtre de Halifax qui s'appelle No Secret et qui ont un projet qui s'appelle Landline, où ils jumellent deux groupes d'auditeurs ou je sais pas, de public, en fait, dans deux villes différentes. Et ils font un parcours en même temps avec leur téléphone, ils se textent en même temps. Puis c'est tout c'est ça, c'est un parcours dans la ville pendant 1 heure. Mais on a fait une adaptation pour le OFTEA où on a jumelé donc le public du OFTEA avec des habitants de Masteryash, donc qui est une communauté Innu au lac Saint-Jean, et de Wendake à côté aussi. Donc ça devenait un peu comme une conversation sur le urbain, réserve, autochtone, non autochtone et tout ça. Donc ça a été vraiment un projet vraiment le fun à voir se développer. Puis aussi, c'est comme une des façons aussi, c'est parce que ce qui est important aussi, c'est le processus. Donc, je pense qu'au niveau du processus pour les deux compagnies, la compagnie de théâtre autochtone Minentakwan, je pense qu'ils ont un showcase ce soir, c'est Mouliats. Donc, entre eux et puis la compagnie de Halifax, Zero Theatre. Je pense que c'était très riche pour eux en tant que processus. Donc voilà. Donc, je refais un scène contemporaine autochtone cette année dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal. Mais cette fois-ci, je vais articuler la programmation autour de la réconciliation, du thème de la réconciliation. Et encore une fois, c'est des compagnies autochtones de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, du Canada anglais, du Québec, mais qui ont toute une pratique très contemporaine et qui utilisent la technologie dans dans leurs œuvres. Vous avez évoqué l'utilisation, par exemple, de la mobilité dans cet autre spectacle. Si on se projetait un peu dans l'avenir, si on se mettait à rêver un petit peu, quelles autres technologies auriez-vous envie d'explorer, disons, dans un prochain spectacle? Est-ce qu'il y en a une ou une autre qui vous permettrait d'aborder votre art d'une nouvelle manière? Oui. Ben, pour ce spectacle-là, en fait, on avait utilisé beaucoup de mapping, de vidéo mapping. Donc, ça, c'était une nouveauté pour moi. Mais là, en ce moment, je suis en train de travailler sur un projet avec une artiste autochtone de l'Amazonie en Colombie. Donc, elle est venue faire une résidence ici à Oboro, qui est un centre d'art médiatique à Montréal. Et en fait, c'est un projet qui fait un peu le pont entre nos deux cultures, la culture Inga et la culture Anishinaabe, d'un point de vue de nos cérémonies respectives aussi. Donc, dans le processus, on a fait beaucoup d'enregistrements sonores, de captation sonore de chants d'aînés aussi qui nous ont offert leurs chants. Et là, c'était tout un enjeu aussi parce que là, quand on parle de tradition et technologie, est-ce que ces chants-là, c'est des chants sacrés? Puis c'est tellement un honneur aussi qu'il nous ait donné la permission de les enregistrer. Mais le fait que ça sort dans des haut-parleurs comme ça dénaturait aussi c'est ça, le contenu. Donc, ça a été toute une recherche de savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ces chants-là. Et ce qui nous est venu, alors, c'est de travailler avec des actuateurs. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi des actuateurs en anglais? C'est des contact speakers. Donc, on dirait que ça ressemble à une grenouille. En fait, c'est ce qu'on a dans un haut-parleur et c'est ce qui émet le son. Donc, quand on colle un actuateur, par exemple, sur cette table-là, c'est la surface qui vibre avec le son. Évidemment, le son ne va pas sortir aussi audiblement que dans un haut-parleur. Mais ce qu'on avait fait à Oboro, il y avait plusieurs grandes plantes. Donc, on s'est amusé à déterrer un peu les plantes et à visser les actuateurs sur les racines des arbres. Et merveilleusement, l'arbre s'est mis à chanter avec ces chants-là. Donc, une des visions là, qu'on veut faire dans le projet, c'est de créer comme une forêt d'arbres de là-bas comme d'ici, et que ces arbres se répondraient par des chants. En fait, ce seraient des arbres chantants. Mais je dirais que ce qui a été le plus satisfaisant aussi, c'est de revenir puis de montrer aux aînés qui nous avaient donné la permission de les enregistrer. Ah, voilà, ta voix sortait d'un arbre.
Et ils étaient très ravis. Donc, je pense que c'est un exemple de comment la technologie peut être au service de, d'une tradition séculaire ou de quelque chose de sacré, en fait, d'un contenu qui est vraiment sacré. Mhm. Très intéressant. Je pense qu'on vous écouterait pendant des heures. C'est vraiment passionnant. J'ai envie d'ouvrir la discussion un peu à ceux qui sont là. Est-ce que vous auriez des questions pour Émilie Monet? Je vais vous inviter à vous joindre à nous. Il y a un micro ici au centre de la salle si jamais vous avez une question à lui poser parce que le temps file, mine de rien, et on a déjà dépassé le temps qui nous était alloué. Donc, c'est le moment si jamais vous avez envie de vous lever et de venir poser une question. Non? Pas de questions? Oui, allez-y. Est-ce que c'est possible d'utiliser le micro? Mais c'est pour l'enregistrement, tout simplement. Je vous remercie. Ça m'impressionne. Je voulais savoir, c'est mieux là ou pas? Vous pouvez baisser le micro. Ok. Où est-ce que vous travaillez en France et avec, vous aviez dit que vous aviez tourné en France et ça m'intéressait de savoir où. Non, j'ai pas tourné en France. J'ai grandi en France, en d'accord, j'ai Bretagne, cru à Douarnenez. Puis, où on a été invité, mais c'est en Scandinavie pour le spectacle, d'aller présenter le spectacle en Scandinavie. D'accord, donc du coup, vous jouez principalement au Canada, en fait. Oui, vos mais là, je suis pièces. sur un projet, mais c'est plus théâtral. C'est une coproduction avec la France. C'est un projet qui est à l'usine ici, qui est un espace à Montréal. Et puis, on était à Chartreuse-des-Avignon. Oui, Ok, ouais, voilà. ça marche. Merci. Mais tout est possible, cela dit. Je vais vous laisser pouvoir vous entraîner avec elle par la suite. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Bien, écoutez, merci infiniment d'avoir été là pour participer à cette discussion. Merci beaucoup, Émilie Monet. C'était vraiment très inspirant, très intéressant. Merci. Comme quoi, il y a beaucoup de liens, finalement, qu'on peut faire entre la tradition et les technologies pour le plus grand bien de tous. Merci. Oui. Merci, Catherine.